À 10 mois des élections de mi-mandat, Donald Trump connaît-il un trou d'air? Recul au Groenland, hésitation face à l'Iran, critique sur sa politique migratoire après les morts de Minneapolis. Tout cela vaut-il un arc de triomphe bientôt dressé à Washington? Je pose la question à Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis, responsable du programme Amérique à l'Institut français des relations internationales et autrice du podcast New Deal sur la politique américaine. Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. On va commencer par le dossier le plus explosif du moment, l'Iran. Donald Trump menace puis temporise. Comment faut-il lire cette séquence selon vous ? Eh bien, s'il a temporisé il y a quelques semaines, c'est parce que, a-t-il dit, il avait reçu des assurances du gouvernement iranien que les militants arrêtés ne seraient pas pendus. Il y en avait 800. Et là, aujourd'hui, il ne parle plus de la violence contre les manifestants iraniens, mais il parle cette fois-ci de sécurité, de défense, des aspects nucléaires et balistiques iraniens et du soutien de l'Iran aux milices telles que le Hezbollah. Donc, dans la séquence aujourd'hui, on voit une fois de plus que Trump change de raisonnement, change de prétexte pour ses actions à l'étranger. Vous voulez dire qu'il est passé d'une forme de droit de l'hommisme aux questions stratégiques d'origine? Exactement. Et c'est ce qu'on voit très souvent dans les raisons que Trump apporte à ses actions. Finalement, il en change de semaine en semaine. On a vu ça sur les tarifs, pour parler sur les tarifs douaniers, où c'était soit pour diminuer le déficit commercial, soit pour faire rentrer plus d'impôts dans les caisses de l'État, soit même pour négocier avec l'Iran et la Chine. Voilà, on voit à nouveau dans cette séquence iranienne la flexibilité, je ne peux pas dire un autre mot, des raisonnements de Trump sur les grands dossiers. D'aucuns diraient pragmatisme. C'est un pragmatisme. Oui, c'est assez optimiste comme lecture. Alors justement, entre souplesse et pragmatisme, vous choisissez quoi ? Je pense qu'il y a très souvent des raisons qui ne sont pas dites, et donc il en attrape une qui va, selon lui, marcher dans les médias, marcher auprès de sa base, mais qui n'est pas forcément la bonne. Alors c'est un président qui s'est fait élire sur, non pas un programme isolationniste, mais sur une promesse de paix. Les sondages récents auprès des Américains montraient qu'ils jugeaient sévèrement la politique étrangère de leur président. On a eu un sondage assez récent sur le Groenland. Alors ça pose deux questions. Ces sondages sont-ils fiables ? Parce qu'on a souvent coutume de dire que les Américains qui répondent aux sondages se moquent éperdument de la politique étrangère. Peut-être se trompe-t-on et avons-nous des idées préconçues sur l'intérêt des Américains pour le monde et le monde extérieur. Et puis la deuxième chose, c'est si ces sondages sont fiables, que disent-ils des orientations choisies ? Alors là, David, vous me posez une question sur les sondages. C'est tout un sujet. Aujourd'hui, les sondages qu'on fait par téléphone ou par Internet, les auteurs des sondages disent eux-mêmes que c'est compliqué. Mais bon, pour revenir au sujet, tous ces sondages sur la politique étrangère de Trump vont dans le même sens, quelle que soit l'entreprise, la société qui les a réalisés, le nombre de personnes interrogées, etc. On voit une grande hostilité des personnes interrogées, y compris républicaines MAGA, sur les actions de Trump. Par exemple, sur l'idée d'une opération militaire au Venezuela. Ça nous semble loin là, mais c'était juste tout début janvier, l'enlèvement des Maduro. Eh bien, une majorité d'Américains étaient très contre, 50% des républicains, ce qui est quand même beaucoup, puisque normalement les républicains sont totalement sur la ligne de Trump, quoi qu'ils disent. Ces 50% sont devenus 75% sur le Groenland, donc une hostilité encore plus forte des républicains. 75% c'est les républicains. Quand on interroge les Américains en général, c'est 90% d'entre eux qui étaient opposés à une invasion militaire des Américains au Groenland. Et ça aussi, c'est de l'histoire ancienne, puisque, comme vous l'avez dit, Trump a reculé. Donc, on voit que les Américains, y compris les républicains, sont contre cette agitation de Trump sur la scène internationale. Et vous le rappeliez, c'est parce que tous ces républicains ont voté Trump parce qu'il y avait une promesse de néo-isolationnisme, on va dire ça comme ça, enfin de retour à la maison, de cesser les guerres sans fin à l'étranger, les engagements militaires à l'étranger. Mais ça, c'était le premier mandat. Depuis le second mandat de Trump,
Je dis 10 secondes, j'ai pas dit deuxième. On va voir. Depuis le second mandat de Trump, donc, il est beaucoup plus actif sur la scène internationale, soit parce qu'il se veut faiseur de paix, soit parce qu'il se veut puissance impérialiste, prédatrice. On le voit donc sur le Groenland, par exemple. Est-ce que les Américains veulent qu'il se recentre sur les sujets intérieurs ? Oui, il y a une grande demande des Américains et particulièrement de sa base pour qu'il se recentre sur les sujets intérieurs qui sont l'inflation et l'immigration. Et là, c'est un sujet très brûlant aujourd'hui. Alors justement, l'immigration, on en a parlé de façon indirecte dans le journal qui a précédé cette interview, avec la remise des Grammy Awards hier, qui est une fois de plus l'occasion pour les artistes de dire à quel point ils sont opposés à la politique de Trump, et notamment aux bavures qui ont eu lieu à Minneapolis. Ces gens-là ne font que renforcer l'électorat républicain et les soutiens de Trump quand ils prennent la parole. C'est le showbiz démocrate tel que le déteste le peuple américain. Oui, c'est les élites riches et botoxées et ozempiquées, j'entends. Si vous... Je suis pas familier, mais je vois à peu près de quoi vous parlez. Bref, et la base MAGA, en effet, se sent très très loin d'eux, et réciproquement, j'imagine. Mais sur cette histoire d'immigration, il y a quand même une séquence très intéressante en ce moment, puisque Trump s'est fait élire sur un projet de mettre fin à ce qui a été perçu sous Biden comme une perte de contrôle totale de l'État fédéral sur les arrivées à la frontière sud, et c'était pas complètement faux, parce qu'il y a eu des records d'arrivées de candidats à l'immigration légale et illégale aux États-Unis pendant les 4 ans de Biden. Il y avait des raisons, c'est parce d'abord il y avait eu le Covid, donc personne n'était arrivé entre sur la fin de Trump, et puis l'administration démocrate était perçue comme très accueillante sur ces questions migratoires, avec beaucoup de la gauche du Parti démocrate qui était vraiment pour une ouverture totale des frontières. Donc voilà. Donc il y a eu la perception d'une perte de contrôle, et Trump est arrivé là-dessus en proposant, lui, un contrôle extrêmement résolu, extrêmement dur, à la frontière sud. Ça, c'était fait depuis très longtemps, mais aussi dans le pays, avec ce qu'on n'avait jamais vu aux États-Unis, des rafles d'illégaux dans les villes du pays, pas juste à la frontière sud. Des rafles, c'est comme ça qu'ils les appellent aux États-Unis. Ah oui, et c'est revendiqué. Et on a quand même vu la police ICE ou la garde nationale débarquer dans les écoles, dans les magasins, dans les usines, là où travaillent des illégaux ou des enfants d'illégaux. Ces personnes ont été ensuite mises dans des centres de rétention. Enfin, c'était quand même très brutal, jusqu'à ces deux meurtres alors non pas d'illégaux, mais de militants contre ces rafles à Minneapolis, vous l'avez rappelé. Et ça, c'est quand même pour Trump un énorme problème. Ça, c'est de matière à faire douter l'électorat habituel MAGA. Alors les MAGA les plus endurcis, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que ça fait revenir le balancier de l'électorat dans son ensemble vers le centre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les questions migratoires aux États-Unis sont sans arrêt polarisées entre des gens qui sont à la gauche et qui veulent une ouverture totale, et des gens qui sont à l'extrême droite et qui veulent une fermeture totale avec le renvoi des gens chez eux de manière très brutale. Est-ce que c'est ça qui rend compliqué la riposte des démocrates ? Ça fait 1 an que Trump est à la Maison-Blanche et les démocrates sont nuls. Alors, ou nulle part, plus exactement. Ils ont été dans un état de sidération absolue après leur défaite en novembre 2024, n'arrivant pas à comprendre pourquoi ils avaient perdu alors que leur politique économique était aussi généreuse pour ces fameuses classes moyennes qui avaient voté Trump, les Bidenomics. Et puis là, justement dans la séquence actuelle et avec la proximité des élections de mi-mandat, on commence à les voir ressortir. Alors, notamment parce que les élections de mi-mandat dans 10 mois ne sont pas des élections nationales, c'est des élections locales dans tous les États, à la fois pour le Congrès, mais aussi sur les élections locales, il y en a une quantité absolument astronomique. Ce qui les arrange cette fois-ci, c'est que comme ce sont des élections locales, ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ce serait bien, mais comme ils en ont pas, voilà, ils n'ont pas besoin d'en avoir une, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti
ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux. Ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription. Et surfer sur le mécontentement éventuellement des conséquences de la politique économique de Donald Trump. Exactement. Et il pourrait... Alors, le danger avec le retournement de l'opinion sur les questions sur la politique migratoire de Trump jugée beaucoup trop brutale, c'est que ça pourrait, en première analyse, arranger les démocrates, puisqu'ils vont pouvoir dire, regardez, nous, on est plus accueillants, on n'est pas aussi brutal que Trump. Mais il ne faudrait pas que l'aile gauche du Parti démocrate revienne sur des propositions de politique migratoire trop généreuses qui, à nouveau, feraient arriver le balancier trop à gauche, vous voyez. Donc, il ne faudrait pas que les wokistes et les démagogues reviennent en force au sein du Parti démocrate. Que les no borders, ceux qui sont opposés à tout contrôle aux frontières, reprennent la main, en effet. Et on a entendu Billie Eilish, à l'occasion des Grammy Awards, dire sur une terre volée, il n'y a pas d'immigration illégale, ce qui est le summum du wokisme. La terre volée, c'est celle des États-Unis, volée aux Indiens. Les midterms, c'est aussi une inquiétude pour certains, puisque régulièrement, Donald Trump fait des blagues sur le fait qu'il pourrait les enjamber, qu'il pourrait ne pas les organiser. Alors ce sont des boutades, mais en même temps, il y a toujours chez certains le soupçon qu'on a affaire à un homme qui est le candidat idéal de la démocratie libérale américaine qui vient. Faut-il prendre ceci au sérieux? Oui, alors là, ça va être vraiment un test extrêmement important de la démocratie américaine en novembre prochain, parce que, alors je ne crois pas que Trump puisse interdire ou interrompre ces élections, puisqu'elles sont gérées, comme on le disait tout à l'heure, au niveau local. C'est pas un truc fédéral. En revanche, et là on le voit depuis un moment, il multiplie les entraves, les micro-entraves par-ci par-là. Il demande à ce que l'État fédéral contrôle les listes électorales des États. Il n'a pas le droit. Il déploie la garde nationale, ce qui va intimider les électeurs. Il fait du redécoupage des circonscriptions électorales dans les États républicains. Enfin, il ne le fait pas, mais il leur demande de le faire. Donc il y a tout un tas d'attaques, et on voit bien plus largement, ne parlons plus juste des élections, que depuis janvier 2025, depuis un an, il a multiplié les attaques venues de la Maison-Blanche, donc, contre les institutions, contre la séparation des pouvoirs, contre l'équilibre des pouvoirs, qui est vraiment la marque de la Constitution et des institutions américaines qui fonctionnent depuis 250 ans, enfin à peu près 250 ans, c'est l'anniversaire de la déclaration d'indépendance aujourd'hui, cette année. Oui, justement, il va y avoir des célébrations, des festivités qui vont, j'imagine, célébrer cette fameuse démocratie américaine. Comment va-t-il se positionner à ce moment-là, Donald Trump? Alors, il va il va faire beaucoup de déclarations sur la grandeur de l'Amérique, sur la démocratie américaine. Je ne suis pas trop sûre. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que le test vraiment de ce glissement que certains redoutent ou dénoncent de la démocratie américaine vers l'illibéralisme, des États-Unis qui deviendraient un peu comme la Hongrie ou comme la Russie éventuellement, ça va être vraiment la manière dont se passent ces élections en novembre prochain. Est-ce qu'elles vont pouvoir se dérouler normalement? Et si jamais Trump perd, est-ce qu'il va accepter le verdict des urnes? Ça va vraiment être la question. Et moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que les élections vont se dérouler à peu près normalement. Et si Trump les perd, là, on verra. Je pense que il est quand même un petit peu fatigué, on le voit. Et son parti autour de lui commence à réfléchir à la suite, qui va porter le manteau de Trump après son départ. Et donc, Ça n'est pas une affaire réglée, ça. C'est pas J.D. Vance. Ah non, parce que ça peut être Marco Rubio, ça peut être le fils de Trump. Il y a des débats, quoi. Oui, il y a des débats en cours là-dessus. Le fils de Trump. Oui, Don Junior, alors qu'il n'a aucun charisme. C'est un peu le problème d'ailleurs de Rubio et de Vance. Personne dans le Parti républicain, ou même chez les démocrates, n'a le charisme absolument incroyable que Trump a depuis le début. Enfin, c'est quand même un politicien absolument hors norme. Alors peut-être qu'il est en fin de course, ça commence à se voir par quelques petits signes de ci, de là, sa fatigue, le fait qu'on discute de sa succession, etc. Mais enfin, on a affaire à un personnage qui va
rester dans l'histoire américaine. Irremplaçable Donald Trump. Laurence Nardon au micro de Radio Classique. Merci Laurence Nardon, responsable du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales et que vous pouvez retrouver sur le podcast New Deal avec Romain Dessal de la newsletter Time to Sign Off. Romain, que vous retrouvez sur Radio Classique le samedi à 8h. À bientôt Laurence Nardon. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner suivi de la revue de presse d'Hervé Gattegno. Et comme chaque lundi, notre esprit libre, Luc Ferry, Radio Classique, 8h.